Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici à Nantes pour la troisième tenue des matinées de l'intégration qui s'était préalablement donc tenue à Strasbourg, à Nice et donc maintenant à Nantes. Alors tout d'abord on va faire un billet d'excuses à Lucien Crevel qui est très investi dans ces matinées, qui aurait bien souhaité être ici mais qui aujourd'hui malheureusement est alité avec une méchante grippe, donc on lui souhaite le plus prompt rétablissement possible. Alors, les matinées de l'intégration, pour ceux qui connaissent les thématiques, ce sont celles du magazine que vous avez entre vos mains, Smart Intégration Mag, avec tout d'abord l'audiovisuel, l'intégration audiovisuelle. On parle d'intégration, donc on est très transverse, d'intégration audiovisuelle, de sécurité et puis également de réseau pour faire fonctionner tout ça et de smart building. Alors, ces matinées sont organisées autour de ces thématiques et avec des focus également sur l'actualité. Et là, il y en a en particulier sur le décret BAC, les décrets tertiaires et BAC, dont on parlera. Il y a beaucoup d'actualités à ce niveau-là. La première table ronde, alors, c'est aussi des emplois, c'est de la formation. Nos métiers représentent beaucoup de formations assez diversifiées, mais qui répondent peut-être pas toujours aux besoins des intégrateurs, des installateurs en général. Donc il y a un vrai problème à ce niveau. Et puis il y a un problème de recrutement aussi. Donc ce sera le premier sujet, la première table ronde, qui va débuter dans quelques minutes. Donc on a en plus la chance d'avoir un panel de personnalités, de personnes qui connaissent bien ces problèmes. Donc on pourra apporter peut-être pas des réponses concrètes, mais au moins faire avancer les choses. Deuxième thématique, alors donc on a des tables rondes et on a des coups de cœur. Il y a 2 coups de cœur, 2 tables rondes. Donc le premier coup de cœur sera EAVS. On a la chance d'avoir avec nous Monsieur Botry, qui est le président de EAVS, du groupe EAVS. Il nous expliquera. C'est un groupe qui est un distributeur audiovisuel professionnel et qui a quelques particularités. Déjà, la première, c'est qu'il est indépendant. Voilà, donc ça c'est important aussi à signaler. Donc ce sera le premier coup de cœur. Ensuite nous aurons une deuxième table ronde sur la thématique de la technologie et de la sécurité en milieu hospitalier. Alors pas seulement le milieu hospitalier, on va dire d'une manière générale les établissements de santé. Là aussi, il y a de l'actualité. Ce matin, je crois qu'il y a encore eu une agression dans un hôpital, je ne sais plus trop où, mais ça devient quasiment quotidien. Donc voilà, donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et puis ce n'est pas que la sécurité physique, c'est la sécurité, la cybersécurité. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Et enfin, deuxième coup de cœur, ce sera Smart Green Execution. Avec David, on a la chance d'avoir David de Soudeur avec nous, qui est un des cofondateurs de cet intégrateur spécialisé dans le smart building. Je fais court, tu expliqueras tout à l'heure vraiment bien en détail, mais qui répond à un vrai besoin, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous avez des chantiers à organiser sur l'ensemble du territoire, ça pose un problème. Vous n'avez pas de guichet unique, enfin vous n'aviez pas de guichet unique, maintenant il y en a un pour pouvoir avancer plus sereinement pour les donneurs d'ordre. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Voilà, tu vas nous expliquer tout ça. Donc ensuite, ces tables rondes, il faut bien les animer. Donc c'est Antoine Debienne qui va les animer, qui est un expert dans ces domaines divers et variés, qui a plus une vue très transverse de ces problématiques. Et il est fondateur d'un cabinet d'études qui s'appelle Synaptic. Voilà, donc c'est lui qui animera les conférences. Voilà, bon écoutez, c'est à peu près tout, je ne vais pas être très long, ce que j'ai à dire n'est pas forcément intéressant, c'est surtout nos intervenants qui sont intéressants, donc je vais leur laisser la parole et je vais donc appeler Antoine à nous présenter cette première table ronde. Bonjour à tous, merci d'être là.
Il y a presque plus de chaises, donc je pense qu'on avait vu juste par rapport à l'audience. C'est plutôt une bonne chose. Comme l'a présenté Patrice juste avant, on a, avec Smart Intégration, choisi de faire des cycles de table ronde autour de questions qui sont des questions du quotidien, en fait, aussi bien pour les acteurs intégrateurs, pour des maîtres d'ouvrage, pour des entreprises qui proposent des solutions, et que c'était intéressant de choisir des thématiques, de mobiliser des acteurs qui étaient là pour réfléchir ensemble. En fait, l'idée, c'est pas de faire une conférence, mais plutôt d'autour des questions, d'avoir des regards un peu croisés et différents pour essayer d'avancer tous ensemble sur ces thématiques. Et une des thématiques qui est beaucoup revenue, c'est que globalement, et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent le partager, il y a sur le terrain une pénurie de talent. C'est-à-dire, en anglais on dit talent shortage, il y a une difficulté à recruter, une difficulté à recruter des gens compétents, une difficulté à maintenir les gens. Et donc on a identifié que la formation, ça pouvait être un levier face à ça, soit de former des gens qui sont déjà là, soit de former les gens qui sont des professionnels en devenir. Et donc, on a composé un panel avec Estelle Dim, qui est représentante d'un CFA qui porte par exemple un BTS domotique, on peut l'appeler comme ça, hein, électrotechnique. Crestron France avec Jérôme Frizet, parce que ça fait partie des fabricants, il y en a d'autres, Cisco, il y a beaucoup de fabricants aujourd'hui qui portent de la formation, mais de façon pointue, avec des formations qui sont structurées pour être des formations aussi intégrées à des formations initiales, mais des fois des formations tout au long des projets. Et puis KNX, qui a l'association KNX, alors qu'il n'y a pas juste KNX France, hein, l'association KNX au niveau mondial, qui a une vraie posture par rapport à la formation. Et donc on a trouvé que c'était intéressant de réfléchir à ça ensemble. Donc si vous voulez tour à tour vous présenter un peu plus en détail. Je commence. Enchanté tout le monde, donc Benoît Colobert. Donc moi je représente aujourd'hui KNX France qui englobe plusieurs entreprises. Donc moi je travaille pour le coup à Schneider Electric et je travaille pour le centre de formation de Schneider Electric. Donc notre mission c'est vraiment d'être incubateur de compétences à partir des écoles. Je pense que vous pouvez plus en parler en détail et jusqu'aux entreprises. Bonjour également. Pour ma part, je suis Estelle Dimier, je suis la responsable des recrutements et des relations entreprises pour le CFA Martelot. CFA qui existe depuis à peu près 192 ans à l'heure actuelle, donc, et qui est spécialisé dans tous les métiers liés à l'électricité, au domaine connecté et à l'électrotechnique. On va aborder, on va dire, nos jeunes dès 14 ans avec des CAP, pour aller jusqu'au BTS, et je pense qu'on y reviendra après, mais suite à beaucoup de demandes d'entreprises, justement par rapport à ce manque de profils compétents, on va dire, ou qui sont compétents dans certains domaines bien précis, nous sommes en train de travailler sur une ingénierie pédagogique pour aller sur un cycle ingénieur, donc par rapport aux remontées entreprises que j'ai pu avoir. Totalement dans le sujet, oui. Et bonjour à tous, Jérôme Frizet, société donc Crestron. Je travaille pour Crestron depuis une quinzaine d'années maintenant. Aujourd'hui, je m'occupe de suivre plutôt les prescripteurs, bureaux d'études, architectes et clients finaux sur nos différents marchés. Crestron, pour rappel simplement, est un fabricant américain qui existe depuis plus de 50 ans et qui fabrique et conçoit des produits dans le monde à la fois de l'audiovisuel, donc on a des marchés très forts sur le marché tertiaire, salles de réunion, systèmes de visio collaborative, etc. Mais aussi des sujets sur le contrôle de l'environnement, des bâtiments, que ce soit dans le résidentiel, dans l'hôtellerie ou dans du tertiaire plus conséquent. Et ce sujet de la formation me touche aussi personnellement parce que j'ai connu ce métier et cette touche Crestron et d'autres fabricants autour de ça en licence professionnelle appelée domotique à l'époque, où déjà un premier intervenant professionnel a su me donner cette chance de m'embaucher en stage et ensuite de me donner un petit CDI. Donc c'est grâce à ça, grâce à cette formation à la fin de mon parcours qui m'a convaincu et orienté sur ce métier-là. Et donc on essaye à notre tour aussi, personnellement aussi, comme dans l'équipe, de redonner et de s'organiser pour donner aussi cette image-là et en tout cas un vernis et une information sur les solutions larges. On ne va pas forcément parler que de Crestron et ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ouais, tu mets vraiment le doigt sur la question de l'alternance qui est souvent un déclencheur intéressant.
Donc là, pour aller un peu plus loin, et je pense que tu es la mieux placée pour en parler dans un sens, j'entends qu'il y a des retours des professionnels qui sont ceux qui embauchent finalement les apprentis, qui nécessitent, en tout cas qui évoquent la nécessité d'adapter la formation et le contenu de la formation aussi bien en contenu qu'en niveau à des besoins du terrain. Tu peux nous en dire un peu plus ? Donc oui, ce que je disais, ce qui est très compliqué en fait au niveau de la formation dite académique, c'est qu'ils sont encore sur des réformes ou des actions ou des missions demandées qui sont anciennes par rapport à ce qui est recherché dans le milieu du travail en fait. Donc c'est assez compliqué d'amener des jeunes en fait vers un diplôme qui, on le sait, ne correspond plus tout à fait aux attendus d'entreprise en fait. Donc c'est pour ça qu'on va aller chercher, encore une fois, sur le parcours supérieur, parce qu'il y a encore quelques années, on cherchait des techniciens purs, typiquement du CAP électricien, du PP électricien. On a déjà le bac pro, par exemple, est monté en compétence, puisqu'il n'est plus le bac pro électricien, c'est un bac pro des métiers de l'environnement connecté. Donc déjà, on va aborder tout ce qui va être domotique. Mais ça, encore une fois, ça va être relativement peu attendu sur un niveau bac quand on va chercher des alternants. Une entreprise qui va prendre un niveau bac, ce sont des personnes qui ont besoin on va dire, d'ouvriers qualifiés, qui ont une première connaissance dans la domotique. Maintenant, vous dire qu'ils vont faire que de la domotique, ils ne sont pas aptes à ça, puisqu'ils ne sont pas que préparés à ça. Après, on a ouvert du coup le BTS électrotechnique qui là est plus que demandé. À l'heure actuelle, on a triplé nos effectifs. Et encore, j'ai dû refuser une bonne centaine de candidats avec entreprise, mais j'avais plus la place pour les accueillir. Donc ça, c'est extrêmement recherché, mais encore plus sur les niveaux supérieurs. Là où moi je trouve qu'il y a un problème, c'est que les niveaux supérieurs, si on reste sur les diplômes académiques, encore une fois sur le ministère de l'Éducation, on est à côté de la plaque. Clairement. Alors après, je ne sais pas, hein, vous me donnerez vos retours, hein, mais pour moi, on est à côté de la plaque sur les attendus du marché. Et c'est pour ça que là, nous, on est en train de réfléchir à créer un titre lié au ministère du Travail et non au ministère de l'Éducation pour pouvoir amener les modules de compétences nécessaires. Là, je suis même en train d'échanger sur un partenariat d'entreprise, pour vous donner un exemple, où on va créer une classe dédiée pour cette entreprise. Alors, c'est une classe de 15-16 personnes. Il y aura une formation initiale, en l'occurrence, c'est un bac pro, mais qui va être modifiée pour répondre aux besoins de l'entreprise. Parce que si on reste sur le bac pro, il manque des connaissances qu'on retrouve sur le marché, mais qui ne sont pas en adéquation avec l'aspect académique, on va dire. Et Jérôme, en tant que fabricant, est-ce que dans les échanges que tu peux avoir, soit avec des clients, installateurs, intégrateurs, c'est des choses qui remontent aussi, qui disent ben voilà, on veut recruter, mais sauf que on n'arrive pas parce qu'il y a un trou dans la raquette, comme on dit. Totalement ça, c'est totalement ça. Nous, on est en lien. Alors, juste pour faire un rappel aussi, Crestron, on a plus de 20 centres de formation partout dans le monde, avec à peu près 40 formateurs dédiés. Des sociétés qui travaillent avec nous le savent. Soit ce sont des formateurs dédiés qui font ça toute l'année. Donc, c'est fait 40 personnes pour une entreprise comme Crestron, c'est assez important. Qui donnent à peu près 30 niveaux de formation différentes physiques et plus d'une centaine en visio, donc qui préparent toute la partie aussi online, vidéo, etc. Mais on a aussi les équipes du support technique qui font la formation. Ça, c'est toujours pour les professionnels. Et on forme, pour une idée, à peu près plus de 10 000 personnes au niveau mondial, 3 000 rien que sur l'Europe. 3 000 personnes par an, c'était les chiffres de l'année dernière. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un vrai décalage, et on le ressent avec nos partenaires intégrateurs, entre un étudiant qu'ils vont aller chercher à l'école de Valenciennes, qui va être très pointu sur l'audiovisuel, presque broadcast, mais incapable de se sortir d'un système, d'une salle de réunion où on a un environnement à contrôler, où on parle plus de domotique de bâtiment. Et à l'inverse, sur Cergy, sur Rennes aussi, il y a une belle université qui forme très bien aussi à l'environnement plutôt bâtiment, gestion du bâtiment. Ben, eux, ils sont beaucoup plus perdus sur l'audiovisuel. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai décalage entre l'attente de nos professionnels. C'est vrai qu'on est dans un marché niche aussi. On peut comprendre que l'éducation officielle ne peut pas répondre à tous les enjeux. Mais pour autant, il y a une vraie mutation dans nos marchés
Et dans un bâtiment, il n'y a pas à prendre en compte que la régulation, que la domotique ou que l'environnement broadcast audiovisuel d'un amphithéâtre. Ce que tu évoques, c'est vraiment que ce qu'on remarque, cette espèce de problématique à faire de la convergence alors que c'est notre métier. On la retrouve aussi dans les profils de formation où tu as des spécialistes, très spécialistes de l'audio-vidéo, des spécialistes, ça commence un peu de l'intégration bâtimentaire, domotique, mais des spécialistes, ou en tout cas des gens qui ont été formés plus largement, il y a encore un manque. Et KNX a une posture, l'association KNX a une posture assez intéressante parce que je pense que ça fait partie des plus anciens systèmes qui ont réfléchi à l'interopérabilité et la convergence. Alors aujourd'hui, on ne fait pas des flux vidéo avec le KNX, mais par contre, on peut piloter des choses. Est-ce que dans les... Bon, alors, peut-être que Schneider n'est pas le plus spécialiste de ces produits-là, mais je pense que vous avez quand même un regard un peu sur la question de se dire, on perçoit vraiment ce manque et c'est un grain de sable dans les rouages parce que ça fait qu'il y a des projets qui vont se faire moins facilement ou sur du plus long terme. Tu peux... Oui, tout à fait. Alors en fait, le souci, aussi si je peux rebondir par rapport aux écoles, c'est que toutes les normes, tout cela évolue très rapidement. C'est très difficile finalement de pouvoir, je pense, proposer des supports de cours aux élèves qui suivent la continuité finalement par rapport à tout ça. Je pense notamment aux produits domotiques. On passe du filaire maintenant à la connectivité. Et toutes ces évolutions, en termes d'entreprises, de fournisseurs, c'est vrai que nous aussi, il faut qu'on puisse trouver ces talents à la suite. Mm-hmm. Et je pense que ça met aussi le doigt sur quelque chose, alors c'était prévu un peu pour la suite, mais ça peut faire une transition. Il y a, je pense, un vrai besoin de coopération, d'échange entre effectivement les professionnels pour construire ces modules de formation. Et puis je pense qu'il y a aussi un enjeu, et pour ça on n'est pas trop mauvais en France, de formation tout au long de la vie, sur des formations qui ne sont pas forcément des formations initiales, mais des formations professionnelles. Et je pense que là aussi, il y a peut-être un levier. On a la chance avec le CPF et même d'autres mécanismes de valoriser ça et de le rendre possible en France. Donc c'est aussi des choses qui sont portées par le CFA, un public qui peut être identifié. Oui, je dirais qu'en fait, ce qui est compliqué à gérer entre les attentes du marché et l'aspect formation en école, en CFA, comme tu disais, c'est cette évolution en fait qui est extrêmement rapide. Là, je sais que moi, en tout cas pour nos jeunes qui sont cette année, on est sorti un petit peu du programme en partenariat avec une autre école, mais plutôt ingénierie informatique, pour leur créer des modules, par exemple pour des électriciens, pour avoir l'aspect en amont mais en aval aussi. Donc ils vont avoir des modules de techniciens réseau. Parce qu'en fait, je me rends compte, parce que c'est hyper important, les remontées que je peux avoir des relations entreprises en fait, avec les différents partenaires que nous avons, qu'en fait, c'est soit le jeune connaît l'informatique, soit le jeune connaît l'électricité. Mais il y a un flou artistique entre les deux. Et en fait, alors moi je parle en tout cas de nos métiers liés à l'électricité, mais ça reprend tout ce qui est smart building, tout ce qui est connecté, tout ce qui est green, tout ce qui est... Toute cette partie-là, en fait, elle est entre les deux, où il faut connaître un minimum d'aspects informatiques pour gérer tous les équipements. Mais il faut connaître aussi tout l'aspect équipement, câblage, tout ce qu'il en est du profil technique pur électricien. L'idée, c'est d'assembler les deux. Et ça, c'est cette partie qui est entre les deux, qui n'est pas encore comblée. Et c'est pour ça que la majeure partie de nos partenaires, ou non partenaires d'ailleurs, mais je dirais que le marché du travail, ils vont aller chercher cet entre-deux, mais qui n'existe pas encore. Et il faut créer cet entre-deux, mais pour ça, il faut qu'on arrive à trouver le moyen en fait, de contourner un petit peu, sans sortir du droit chemin, parce qu'ils ont quand même un diplôme à passer à la fin. Mais il faut leur amener de nouvelles connaissances, aller chercher à cultiver aussi leur curiosité, qu'ils s'alimentent eux-mêmes aussi en auto-formation, parce qu'il y a beaucoup d'auto-formation, que ce soit en e-learning ou des modules de formation qui peuvent se faire en interne dans leurs entreprises. C'est très important en fait qu'ils arrivent à se cultiver eux-mêmes également. Mais il y a aussi, je trouve, moi, à l'heure actuelle, cette perte de curiosité. Alors, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais nos jeunes
on est sur une génération qui est très particulière à driver, à amener vers des niveaux supérieurs ou même sur des connaissances et de l'apprentissage. Je parle souvent de la génération Covid, mais c'est vraiment ça. Ils ont l'habitude de tout avoir tout de suite sans se déplacer, sans avoir à creuser. On leur a tout donné dans le bec. Et en fait, là, on retrouve vraiment ces jeunes que je passe mon temps à remettre dans le droit chemin et à recadrer, parce qu'un savoir-faire, ça s'apprend. Un savoir-être, c'est plus compliqué. Et si on n'a pas les deux, en plus de la technicité, derrière, ça devient compliqué. Et je pense, alors après, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais je pense en tout cas que l'ensemble des entreprises que j'ai pu avoir m'ont bien fait comprendre que oui, c'est bien d'avoir de l'électricité, cette base, en fait, il faut avoir cette base, mais il faut avoir aussi cette partie numérique, mais surtout, il faut avoir ce savoir-être parce que la personne, si elle n'est pas curieuse, si elle n'a pas envie, on peut tout lui donner, ça n'ira pas plus loin. Et là, on touche à quelque chose qui sort un peu du contexte finalement de cette table ronde, mais qui est très très réel, c'est que les forces vives qui arrivent sur le marché du travail, la génération de nos enfants en gros, qui sont nés dans les années 2000 et un peu après, le rapport au monde, le rapport au travail, c'est pas le même. Et peut-être qu'il y a aussi des choses à imaginer dans l'implication des gens qui sont aujourd'hui au travail. Il y a des choses qui se font, par exemple, sur la licence pro domotique à Strasbourg, au lycée Le Corbusier. On est quelques-uns à intervenir en tant que professionnels, pas ponctuellement, mais tout au long de l'année. Et ce qui fait que les jeunes qui sont là, ils n'ont pas juste un enseignant ou un enseignement professionnel, mais quelqu'un du terrain qui va essayer de faire vivre les choses. Et je pense que dans cette dynamique-là, c'était un peu l'axe 3, il y a des professionnels sur le terrain qui sont des gens qui sont là, qui devraient avoir plus les pieds dans le monde de l'éducation, on devrait leur faire la place, ça commence, mais pas uniquement sur ce créneau-là. Je pense que les industriels, ça se fait des fois à titre de lobbying parce que c'est normal et ça fait partie du business, mais je pense qu'il y a un enjeu aussi, en tout cas une question qui se pose, à dire quelle place laisser aux industriels pour que les connexions se fassent humainement, pour dire, oui, comme toi tu le disais, hein, c'est parce que j'étais en alternance que j'ai trouvé ce boulot-là et résultat, tu es là parmi nous aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté peut-être comprise au-delà au-delà de montrer le potentiel des produits, de faire ce genre de choses-là? Est-ce que c'est des choses qui est perçues? Volonté aussi, je disais personnelle, de rendre un petit peu ce que j'ai pu avoir comme incentive à ce niveau-là, mais on s'identifie beaucoup plus quand on a un professionnel en face de nous, je pense en tant qu'étudiant, plutôt qu'un prof, entre guillemets, qui est là toute l'année. Ça fait 20 ans qu'il n'est pas allé sur un chantier et il doit nous apprendre ce qui se passe sur un chantier. Donc c'est vrai que peut-être la crédibilité est peut-être perçue différemment vis-à-vis d'un étudiant, à juste titre ou pas. Mais par contre, en tout cas, oui, moi personnellement, comme au niveau de l'entreprise, on est très impliqué et on est vraiment à la recherche de nouvelles opportunités dans les écoles, de venir intervenir. L'année dernière, on l'a fait sur Clichy pour la première fois. C'est vrai que le retour est super positif. On passe 2 jours et ce qu'on aime bien, c'est pas encore une fois parler Crestron, c'est parler aussi de tous les métiers qu'on retrouve dans notre univers. Et souvent, le mieux, moi j'adore repartir d'un exemple où je viens avec un plan d'un projet, soit tertiaire ou résidentiel. En l'occurrence, c'était un bel appartement parisien. Donc déjà, ils ont les yeux comme ça quand ils voient la taille de l'appartement, etc. Et on passe un petit peu tous les métiers dans le monde d'un intégrateur. De la personne qui va faire l'étude de chiffrage pour quantifier les zones, de la personne qui va faire la partie bureau d'études pour travailler plutôt sur l'exécution, voilà, le schéma de câblage, etc., jusqu'après passer une journée entière à programmer. Voilà. Même s'ils ne sortent pas pro-programmeurs derrière, ce n'est pas le but, mais c'est au moins d'avoir réussi à avoir dans un laps de temps très court un petit peu tous les métiers qui peuvent s'ouvrir à eux avec leur formation. Et je trouve qu'ils peuvent vraiment arriver à s'identifier. Et ceux qui étaient en stage chez des sociétés qui installaient nos produits, ils en sont sortis avec encore plus de motivation et encore plus d'idées. Ils sont allés voir leur patron en disant « je veux être formé », etc. Donc c'est un facteur humain qu'on peut pas remplacer. Bien sûr. Du côté de KNX, il y a historiquement une des actions de formation, puisque c'est la base, entre guillemets, pour pouvoir commencer à travailler avec le KNX, c'est de se former, de se faire certifier. Il y a aussi de plus en plus une présence de KNX dans ces différents BTS Bac Pro et même depuis quelque temps une certification Next Gen. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un tout petit peu, qui est vraiment destinée à lancer un petit peu la balle dans la cour de récré de l'intégration sans trop rentrer sur le détail. Alors là, tu parles de certification NextDem. Est-ce que tu pourrais un peu
Globalement, c'est une certification qui est comme la certification partenaire basique, mais dédiée à des étudiants Ouais, tout à fait. Donc bac pro, CAP même. Ouais, effectivement, donc c'est des choses qu'on a essayé de mettre en place justement en école, nous de notre côté. Parce qu'à ce jour, il y a 3 niveaux de certification KNX. Il y a le niveau basique, advanced et tutor. Donc le premier, c'est le niveau, disons, simpliste pour découvrir KNX et ETS. Le deuxième pour aller un peu plus loin sur le confort et le troisième pour devenir formateur. Et effectivement, face à tous ces enjeux de talents à trouver sur le marché, d'essayer d'intéresser finalement ces nouvelles générations, il y a cette nouvelle notion qui a été mise en place pour les écoles. En tout cas, en synthèse, on a vraiment entendu dans ce fil que l'implication, la coopération, en fait, le fait de mettre autour de la table, et je pense du point de vue des institutionnels, de laisser la place, d'ouvrir les portes un peu, c'est quand même une clé. Je dirais que c'est même primordial. C'est primordial en fait que, justement, je parle de mon CFA, mais il y a d'autres CFA comme moi qui restent campés sur leur position, sur ce qui se faisait, mais en fait qui ne regardent pas ce qui doit se faire ou ce qui va se faire. Et c'est là qu'on peut être en difficulté par rapport aux attentes de marché et que derrière, en tout cas, les entreprises ont des difficultés de recrutement parce qu'ils ne s'y retrouvent pas par rapport aux formations qu'on peut proposer. Et si on regarde maintenant un peu de l'autre côté, c'est-à-dire là, on a beaucoup parlé entre guillemets des formations initiales et des, hormis pour KNX qui c'est vrai s'adresse souvent à des gens qui sont déjà sur le marché de l'emploi et qui veulent progresser dans leur pratique. On a beaucoup aujourd'hui en France la possibilité de se former, comme je disais juste avant, tout au long de la vie. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu à identifier dans les équipes de maîtrise d'œuvre et chez les maîtres d'ouvrage si les compétences sur les projets sont là. C'est une idée assez nouvelle, mais qui a du sens. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être portées ou c'est des choses que vous avez déjà un petit peu imaginées? Comment aider les maîtres d'ouvrage ou les équipes de maîtrise d'œuvre à dire ok, voilà, le projet avance, mais maintenant on sait que si on n'identifie pas que les gens sur le terrain sont suffisamment compétents pour déployer les solutions qui ont été vendues, il va y avoir un écueil. C'est un sujet auquel on réfléchit beaucoup en ce moment. Et est-ce que c'est des choses, en tout cas un sujet qui vous parle et sur lesquels vous avez un peu... Si je peux me permettre, c'est vrai que sur la relation que j'ai avec les bureaux d'études, dans les appels d'offres privés en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie absolument de mettre à chaque fois. C'est vrai que je te parlais de tous les niveaux de formation qu'on a chez Crestron, mais d'un côté, c'est toujours compliqué. C'est pas parce que j'ai le niveau entre guillemets 1 ou basique KNX que je suis mauvais ou que je suis pas meilleur que celui d'à côté. Mais en tout cas, ça donne des échelons et une garantie pour le client final derrière d'avoir quand même quelqu'un qui a de l'expérience et une certaine ancienneté dans cet univers, peu importe si c'est Crestron ou autre. Et c'est vrai que donc j'incite souvent les appels d'offres privés, parce qu'on peut le faire comme ça, en tout cas dans les projets hôteliers ou dans certains projets tertiaires de gré à gré, à pouvoir appeler en tout cas à ce que la programmation et la mise en œuvre soient faites par une société certifiée niveau 1, voilà, que ce soit Crestron ou autre. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent très bien perçu et qui est souvent laissé dans les copier-coller que nos chers bureaux d'études peuvent faire, donc tant mieux. Mais au moins, ça permet aux sociétés d'intégration qui y répondent de valoriser leur travail et surtout, comme on est dans un métier qui converge énormément de solutions, malheureusement, souvent nos lots, alors si je parle encore plus pour Crestron, c'est vraiment vrai, on fait partie d'un petit lot, souvent dans un gros lot d'électricité audiovisuelle. Et donc le fait d'avoir au moins ce label-là, entre guillemets, de noter, obligera l'entreprise à sous-traiter, parce que ce sera la réalité, à un sachant avec de l'expérience Crestron. C'est totalement le sujet et même au-delà, c'est typiquement une réflexion qu'on a eue récemment. Là, tu viens de le dire, la certification basique partenaire, c'est la première certification KNX. Elle commence à être un peu imposée dans certains CCTP, même un partenaire Advance. La question qui se pose, c'est que malgré le fait qu'on puisse être certifié, la technologie évolue à une vitesse folle. Tu parlais de la partie radio, la partie... je pense qu'on en a parlé peut-être tout à l'heure, même la KNX qui était une paire de cuivre est devenue aussi de l'IP aujourd'hui, est devenue du radiofréquence avec une couche d'encryption pour la sécurité. Et la démarche de certification ne permet pas de s'assurer que la personne qui a ce certificat a, tout au long de son expérience, continué à progresser. Alors il y a des concepts de refresher chez KNX ou de notation avec des étoiles. La question que je posais là, c'est est-ce qu'on ne peut pas proposer aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage une démarche un petit peu d'évaluation pour s'assurer qu'en fait, en début de projet, on puisse dire voilà, sur ces items-là,
Comment on pourrait faire, et peut-être en partenariat d'ailleurs avec des experts de la formation, sur créer un module qui permette de dire, bah oui, moi en tant que chef de projet ou chef de chantier, je peux démontrer que j'ai ces compétences-là, et si je ne les ai pas, ben, voilà, il y a un enjeu de formation et on arrive à tirer un petit peu tout le monde vers le haut comme ça. Est-ce que c'est des réflexions que vous menez un petit peu ou des choses qui seraient susceptibles d'avoir du sens pour vous? Alors, pour ma part, ça a complètement du sens puisque c'est là-dessus qu'on travaille justement pour notre parcours licence-master. Vu qu'on sort du cadre académique, on va aller chercher plutôt des intervenants qui viennent du milieu pour réaliser ces modules de formation. Et l'idée, c'est d'aller chercher pas que le diplôme, c'est aussi tout l'autour. Donc aller chercher des habilitations en plus, aller chercher des certifications, des garanties, comme vous disiez tout à l'heure, en plus à côté. Ça fait tout à fait sens en fait, par rapport à ce que nous, dans la réflexion dans laquelle on est, et la réflexion on va dire les retours du marché que je peux avoir. Maintenant, je pense que, et comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il est primordial et qu'il y ait cette relation entre les entreprises, les personnes qui sont sur le terrain et les centres de formation. Je parle du CFA, mais je pense que ça peut être pareil pour vous deux. Si on n'a pas les remontées, on ne peut pas s'adapter. Il est important en fait qu'on ait des remontées. Moi, à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas encore mis en place la licence et le master, on est en cours de fabrication de parcours. Mais pour ouvrir le champ des possibles et ouvrir un petit peu les œillères de nos jeunes, je fais venir des entreprises pour faire des interventions sur leur domaine d'activité, sur les nouvelles technologies, sur tout aspect en fait qui est en lien avec leur formation, mais qui sort du cadre académique. Parce que justement, je ne veux pas qu'ils restent dans ce cadre-là, parce qu'en fait, maintenant, c'est bien d'être spécialisé, mais c'est aussi bien de connaître son environnement. Et si on ne le connaît pas, et on ne connaît pas le champ des possibles, ils ne peuvent pas aller, comme tu disais tout à l'heure, en fait, en sortant de ton apprentissage, tu as été formé sur quelque chose, ensuite tu as été embauché dans cette entreprise. Typiquement, ce sont ces vocations-là qu'on cherche à créer, mais si on les laisse en fait, dans leurs cours de français, de maths, de sciences, de TP, ils ne verront pas toute cette partie-là. Donc c'est hyper important. Je sais que moi, à l'heure actuelle, je fais intervenir par classe deux entreprises, donc c'est une intervention par semestre, parce qu'à un moment donné, ils ont quand même des cours à suivre, donc je ne peux pas non plus tout faire n'importe quoi. Mais c'est très important cette partie-là, de faire venir les entreprises à eux, pour leur montrer d'autres choses, qui peut créer en fait cette curiosité et derrière aller chercher par exemple une formation complémentaire, chercher une habilitation qu'ils n'ont pas parce qu'ils veulent aller dans ce domaine-là qu'ils ont découvert. Et en fait, si on ne leur fait pas découvrir le monde, ils vont rester focus. Moi, je veux être électricien. Non, mais il n'y a pas que ça. Et au-delà du public, comme on disait, qui est voilà, les futures forces vives, est-ce qu'il y a une réflexion sur une offre de formation dédiée typiquement à des professionnels en emploi qui veulent se mettre à niveau sur certaines... C'était un peu là le sujet. Là, le sujet de fond. OK. Alors, on y a pensé. Maintenant, faut qu'on regarde, nous, dans notre cadre, on va dire, légal, si on a les habilitations pour faire ce genre de formation. On a des habilitations pour faire pas mal de choses déjà. Mais oui, à savoir que nous, dans nos profils, on a, en tout cas cette année, parce que j'ai le chiffre en tête, on a 47% de nos effectifs qui sont en reconversion. C'est énorme. C'est énorme. La personne, on va dire, la plus âgée qui est en reconversion chez nous, elle a 47 ans. On a adapté son parcours parce qu'elle a un parcours. Donc, on fait beaucoup d'individualisation de parcours. Mais ça veut dire que potentiellement, une entreprise qui nous dit j'ai tant de personnes ou telle personne qui veut se former sur ce module spécifique, on est à même de l'amener si ça rentre en tout cas dans le cadre de formation qu'on peut proposer. Maintenant, je ne pense pas qu'on soit fermé à proposer des formations dites un peu éclair ou flash. Sachant qu'on est par exemple en train de réfléchir sur des POI ou des PEC. C'est-à-dire c'est des parcours en fait, c'est des parcours de formation dits éclairs en 1 mois, 2 mois ou 3 mois pour obtenir au minimum un module, valider un module en fait de diplôme.
D'accord. Et là, plus à destination d'un public adulte. Là, on est sur un public adulte, sachant que c'est des formations qui sont financées et par Pôle emploi et par les OPCO. Et derrière, en fait, c'est un parcours d'accompagnement au retour à l'emploi. Grossièrement, voilà. Mais en gros, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que franchement, ce n'est pas facile à expliquer non plus. Mais concrètement, voilà, c'est des formations de 3 mois financées par la région et par les OPCO qui permettent en fait à des personnes de récupérer, soit de récupérer en niveau d'habilitation ou tout simplement à gagner des compétences, par exemple pour aller chercher un poste qui est plus élevé, mais qui n'a pas en compétences actées, certifiées. Et ça, oui, on est en train de construire tout ça. Et pour reboucler, là on avait parlé juste avant de la notion de refresher chez KNX, la possibilité d'avoir des étoiles en tant qu'intégrateur. Est-ce qu'il y a aussi chez Crestron une volonté ou des outils pour faire en sorte que les gens qui sont formés certifiés se mettent à jour régulièrement? Est-ce que c'est... Ça fait partie du contrat officiel que l'on se donne entre partenaires, fabricants et nos partenaires, une obligation à maintenir cette formation. Alors on a la chance que dans nos domaines ça évolue très très souvent, donc du coup il y a une nécessité aussi à aller sur de la formation. Donc ça, souvent, ce n'est pas trop le problème. La problématique, c'est, on a vu par exemple arriver dans nos métiers la vidéo sur IP. Des techniciens audiovisuels étaient très bons sur la vidéo, beaucoup moins bons sur l'IP. Et pourtant, nous, en tant que fabricants, et comme tous les fabricants, on va former sur nos métiers, sur notre matériel, mais il y a toujours un trou dans la raquette. Donc il est compliqué pour les entreprises, on peut le concevoir, de donner toutes les compétences à un technicien demain, si derrière Crestron va très bien le former sur le matériel vidéo, mais ne va pas avoir de formation pointue, parce que ce n'est pas non plus notre domaine, sur le réseau, le multicast et tous ces sujets-là. Donc c'est aussi compliqué pour les entreprises d'aller adresser autant de formations, autant de métiers ou de sujets. Donc on a la chance d'avoir dans ce domaine-là par contre des fabricants aussi, entre guillemets partenaires, qui vont du coup souvent faire le relais et qui ont la connaissance des produits adjacents aux nôtres. Donc pour ça, l'exemple de Netgear aussi, qui peut donner de très bonnes formations sur la partie pure réseau. Donc oui, en tant que fabricant, on se doit de maintenir ce niveau de formation, mais on constate aussi des difficultés pour les entreprises à finalement, malgré tout, à donner toutes les clés à leurs employés pour être très bons sur les nouvelles technologies qui vont sortir demain. Oui, là on entend vraiment, et d'ailleurs ça rejoint la question sur KNX, que l'IP c'est devenu le tuyau où finalement tout va converger, que ça implique de plus en plus un niveau de compétence élevé, parce que là où il y avait juste l'IPv4, c'était déjà compliqué pour certains, aujourd'hui entre les questions de cybersécurité, de certificats, on arrive, et donc tu identifies assez que globalement ça c'est un des domaines où il va falloir que les gens soient formés et compétents, parce que même en étant très très bons avec des très très bons produits, si le tuyau par lequel l'information passe, s'il n'est pas maîtrisé, on ne peut pas avancer. Je pense que chez KNX, c'est un peu la même question, surtout aujourd'hui avec les questions de KNX Secure qui nécessitent de comprendre ces mécanismes-là, et encore plus KNX IoT qui arrive avec encore plus le besoin de maîtriser la couche IP. Tout à fait. Et du coup, pour rebondir un petit peu sur ce qui se disait tout à l'heure, pour moi, c'est d'où l'importance de faire aussi des formations flash sur des domaines bien spécifiques. On a parlé de la cybersécurité, mais ça peut être sur le réseau, sur le DALI, encore d'autres sujets, pour vraiment se mettre à niveau et pour être aligné par rapport à toutes les nouvelles normes qui peuvent apparaître aujourd'hui. Les formations flash, on pense tout de suite que ça va être un investissement qui va être grand, mais comme tu le soulignais tout à l'heure, par exemple, les opérateurs de compétences, donc les OPCO, ils peuvent tout à fait financer entre 50 et 100% des formations. Donc ça évolue vite, mais c'est faisable finalement de pouvoir avancer avec justement toutes ces nouveautés qui arrivent. Puis même à l'échelle d'un projet, c'est souvent portion congrue en termes de budget. Après, ça dépend de l'échelle des projets, mais des fois, quelques milliers d'euros versus quelques millions d'euros en budget, alors que ça peut être un vrai écueil qui fait que le projet prend du retard ou devient compliqué. C'est, je pense, quelque chose qu'il faut vraiment soulever. Oui, et puis comme on disait au départ, en fait, il y a cette rupture en fait, dans le recrutement. Il y a un manque de candidats. Donc à un moment donné, si on ne prend pas le temps de former ces personnes, il n'y aura jamais de candidats adaptés. Et il ne faut pas oublier les reconversions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le disent pas forcément, ou les personnes qui sont en entreprise, qui y pensent mais qui ne le disent pas.
sur les accompagnements de salariés en entreprise sur la formation, elle est essentielle, soit en repassant par une formation, soit une certification, mais elle est essentielle pour aller faire évoluer, puisque cette personne qui est là aujourd'hui, potentiellement, peut libérer la place pour quelqu'un d'autre et faire évoluer. Il ne faut pas les oublier, en fait, ces personnes-là. C'est très important. Il y a un vrai intérêt à former les gens en reconversion, qui souhaitent une C'est reconversion, parce que hyper ça important. fera de la dynamique et peut-être aussi une réponse à la pénurie de talent. Oui, et puis concrètement, nous, là, actuellement, en reconversion, on a fait un bond pratiquement de 120% en jeunes qui reprennent une formation académique pour pouvoir accéder en fait à des métiers qui leur donnent du sens. Donc si on peut un peu synthétiser ce qu'on a dit, voilà, le constat il est de toute façon partagé, je pense que c'est un constat qu'on partage tous. L'importance vraiment d'une plus de place et plus de coopération entre les institutionnels, enfin on peut les appeler comme ça, et les professionnels, que ce soit des fabricants ou des gens sur le terrain. Et aussi, parce que je pense que c'est une dimension essentielle, la formation tout au long de la vie ou tout au long des projets même, c'est se maintenir à jour sur effectivement des choses ponctuelles. Il ne faut pas passer 6 mois pour apprendre les rudiments de l'IP par exemple. D'ailleurs, Smart Green Execution pourra parler un peu de ce genre de choses-là, je pense, tout à l'heure. Et c'est en synthèse, je pense que globalement on a fait un beau tour de la question. En parlant de questions, peut-être qu'il y a des questions, des remarques parmi vous. Donc, on peut retenir qu'il y a effectivement ce constat de difficulté à être multi-talent, multi-compétent, parce qu'il y a de plus en plus de choses à maîtriser. Et à la fin, on a entendu quelque chose d'assez intéressant qui est propre à plusieurs labels, le fait de dire, voilà, il y a des organismes qui se mettent ensemble pour certifier, alors des fois des bâtiments, mais aussi des personnes, entre guillemets, en disant, voilà, cette personne-là, on peut lui faire confiance parce qu'elle s'est formée, parce qu'elle répond à un certain cahier des charges. Et je pense qu'effectivement, associé à tout ce qui vient de se dire, c'est aussi parmi les solutions peut-être pour aller vers des réponses à cette question-là. Oui, moi j'ai aussi peut-être une petite question. Chez EADS, on utilise pas mal l'alternance pour répondre en fait clairement à des besoins du quotidien et aussi pour répondre à une vraie problématique de recrutement. Beaucoup de mal à trouver en fait des gens. L'alternance est aussi une réponse. De former les gens, également de formater, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas les habituer à la stratégie de la structure et le but est vraiment de conserver les gens à terme. Et j'ai une petite inquiétude, j'aimerais bien être rassuré, je ne suis pas sûr que vous puissiez le faire, mais j'ai le sentiment que les budgets sont en train de passer en ce moment au Parlement. On parle pas mal de l'évolution de ces contrats d'alternance. Vous savez qu'il y a une aide importante aujourd'hui sur les charges, mais également sur un certain nombre d'aides supplémentaires apportées aux structures. On parle de les faire sauter. Vous avez des infos là-dessus? Parce qu'on est un peu inquiet. Non, j'en fais des cauchemars. Là, tout ce que je sais à l'heure actuelle, puisque c'est encore assez flou, oui, c'est en discussion. Je sais que plusieurs fédérations en fait, se sont regroupées pour faire bloc à ça, dont la nôtre. Parce que oui, ils parlent de supprimer les aides à l'embauche d'alternants. Pratiquement 90% des aides seraient supprimées. Donc on parle des prises en charge des OPCO qui passeraient de... Parce qu'il y a les prises en charge OPCO, mais il y a l'aide aussi d'État. Donc l'aide d'État est amenée potentiellement à supprimer, on parle de 6 000 €. Et les OPCO, alors ça dépend, c'est très, très, très large hein, le montant de prise en charge parce que ça va dépendre de l'attention du marché avec les deux. Enfin, on est sur un tableau à multiples entrées, mais on est sur des moyennes de prise en charge sur du BTS par exemple autour de 7 000 - 8 000 €. Et ils parlent de soit la supprimer, soit la baisser dans les 2 000 - 3 000 €. Et ça veut dire que forcément il y aura un reste à charge entreprise derrière. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, une grande majorité des entreprises maintenant passent par l'alternance pour aller recruter derrière, sachant que, je vais parler en mon nom, après, nous, nos BTS, en fait, nos BTS électrotech, soit ils poursuivent leur formation au sein de leur entreprise actuelle, soit en fait, moi, là, je reçois déjà des messages d'entreprise. Est-ce que vous faites un job dating pour les sortants? Est-ce que vous faites des actions pour le recrutement post-diplôme?
Oui, j'en fais, mais ça va être pour 2-3 personnes à la rigueur. Les autres sont embauchés d'office derrière. C'est des personnes en général qui ont fait leur bac pro, leur BTS dans l'entreprise, donc au minimum 4 ans, au maximum 5 ans chez eux, ils restent. Et c'est pour ça que ça me fait cauchemarder cette histoire de discussion au Parlement, parce que ça va avoir un impact énorme sur la formation. Parce qu'entre une entreprise qui est prise à 100% au niveau des frais de formation et une entreprise qui va sortir potentiellement 4, 5, 6, 7 000 euros par an de reste à charge, c'est pas du tout la même donne. Et sachant qu'il faut en plus ajouter le salaire. Là, on ne parle plus du tout du même budget. Le problème, c'est que derrière, on va être encore plus tendu sur le marché et ça va être un cycle en fait il va falloir briser ce cycle à un moment donné. Et je pense que cette cassure va être rude. Mais il y a peut-être des actions politiques à mener, en tout cas, parce que c'est sûr que l'État doit réduire son budget, il se dit bah, tiens, là on va pouvoir couper, sans forcément la prise de conscience que s'il n'y a plus de gens pour bosser dans les entreprises, ils seront dans de plus grosses difficultés de budget encore. Donc il y a peut-être des relais politiques ou des choses à activer pour faire passer le message sur cette question de... Justement, c'était ma question. Là, il y a des actions qui se mettent en place, ça s'organise, mais tant que, on va dire, rien n'est vraiment acté au Parlement, parce que pour l'instant, on pense à ça, on va peut-être faire ça. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est acté, on ne peut pas faire d'action derrière réelle. Là, on va pouvoir faire de la prévention en disant bah, attendez, ne nous oubliez pas, on est là, on forme. Si on prend l'ensemble des apprentis en France, je ne les compte même pas, je n'ai pas regardé là dernièrement, mais on parle en millions de jeunes en fait. C'est des millions d'emplois au final, ça reste des emplois, c'est des futurs emplois. Il y a aussi, alors je suis désolée de dire ça comme ça, mais il y a aussi la partie, on parle de 4 à 5 millions de personnes qui vont partir en retraite dans les 4-5 années à venir. Ben, ces personnes-là, à un moment donné, si on est déjà tendu à l'heure actuelle, dans 2-3 ans, ça va être très problématique si en plus l'État ne nous suit plus. Donc oui, forcément, il y a des actions qui vont être mises en place. Mais pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai pu entendre, c'est ça se titille un peu des deux côtés. Et puis on attend voilà, il y a des courriers qui ont été envoyés, il y a des choses qui ont été faites, mais plus en mode ne nous oubliez pas, en prévention. Ça s'organise. Mais pour l'instant, tant que rien n'est acté côté parlementaire, bah, malheureusement, on ne peut pas vraiment mettre d'actes de notre côté également. Et en termes de calendrier, c'est applicable dès 2025, j'imagine. Je dirais que ça dépend quand ça tombe. Le budget en discussion, je crois. Donc, au pire, c'est en 2025, au mieux, c'est en 2026, quoi. Et là, on entend la Ah, Et là, on entend la mobilisation des acteurs de la formation, mais je pense qu'il y a un enjeu voilà, des syndicats professionnels, des représentants de... Des jeunes, ouais, c'est parce que... ils en ont conscience. Et pourtant, dès les plus jeunes, parce que mes plus jeunes chez moi, ils ont 14 ans, ils m'en parlent. Ils m'en parlent parce qu'ils savent très bien que derrière, parce que clairement, s'il n'y a plus d'alternance, ça veut dire qu'on repart sur de l'initial, toute formation repart sur de l'initial, ou en tout cas une grande majorité, parce que, qu'on soit très clair, j'ai du mal à concevoir une entreprise qui va payer sur un cycle de 5 ans entre 9 et 10 000 euros par an de formation, en plus du salaire, sans aide. Je ne suis pas utopiste, à un moment donné, je sais ce qu'il en est, je connais les enjeux. Donc je sais très bien ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir en arrière, l'alternance va redégringoler, et en fait, on va se retrouver dans une situation pire que dans laquelle on est sur le secteur du recrutement professionnel. Et les jeunes, en l'occurrence, nous en parlent parce que ils ont peur pour leur futur, parce qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont pas forcément, qui sont des foyers modestes, qui n'ont pas les moyens de payer 10 000 euros, qui n'ont pas forcément envie de prendre de prêts étudiants non plus, parce que ils ont peur de ne pas pouvoir rembourser. C'est aussi cette crainte bancaire, mais forcément, en fait, derrière, tout ce qui va être formation va être impacté, mais sur du long terme, clairement. Après, c'est un sujet c'est un gros d'actualité. Alors que l'alternance revient à la mode. Au-delà du financement, il y a aussi le fait de trouver un job
très rapidement, très facilement derrière. Avec Je suis d'accord avec vous. J'ai des personnes que je connais, parce que là je fais partie de CFA Martello, mais précédemment j'étais dans une école d'ingénierie informatique. Donc, je connais, voilà. Qui ont passé leur formation jusqu'au master cybersécurité, en l'occurrence, en initiale, et les mêmes masters cybersécurité en alternance. En initiale, au bout de 6 mois, ils n'avaient pas encore trouvé. En alternance, ils ont été chassés en janvier. Voilà. La grosse différence, elle est là. Le besoin va être là, donc à un moment donné, les entreprises vont aller chercher ces profils en initiale. Mais on parle de stage maximum de 6 mois, contre 5 ans d'alternance. Ça ne fait pas le poids. Malheureusement, ça ne fait pas le poids. Et donc oui, c'est une de nos grosses craintes. Je ne peux pas vous rassurer parce qu'on n'en est pas plus. Mais en tout cas, on fait le nécessaire pour... on fait de notre mieux. Mais là, on arrive sur des entités qui sont bien plus hautes que moi. Mais oui, ça nous fait peur. En tant que centre d'apprentis, en tout cas, ça nous fait peur pour le futur, sur le futur de la formation et même, en fait, des salariés. Il y aurait d'autres remarques ou questions sur cette table ronde? Alors, je pense qu'on va pouvoir la clôturer. Merci beaucoup.